d'emploi, financement des entreprises, la Côte d'Ivoire s'engage dans une nouvelle phase de son développement économique à travers le plan national de développement 2026-2030, un programme ambitieux qui place le secteur privé au cœur de la croissance économique et de la transformation de notre pays, et la mobilisation des financements, l'accompagnement des entreprises restent des enjeux majeurs pour réussir ce programme. Et c'est dans ce contexte que le directeur général de la Société financière internationale, Mactar Diop, visite la Côte d'Ivoire, une visite qui suscite beaucoup d'attentes. Quel financement pour les PME? Quel appui pour les champions locaux? Et quelles perspectives pour l'emploi des jeunes? Il est l'invité de la rédaction d'NCI. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Mactar Diop, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci de nous accorder cet entretien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous parcourez le monde, vous avez l'habitude de visiter plusieurs pays. Ça fait plusieurs fois que vous venez également en Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez à Abidjan, quel est l'élément qui vous fait sentir que vous êtes en Côte d'Ivoire? Dynamisme. Quand j'arrive à Abidjan, la première chose qui me frappe, c'est le dynamisme qu'on a. Je viens de rencontrer aujourd'hui 5 entrepreneuses ivoiriennes qui m'ont extrêmement impressionné. Ce sont des femmes qui se battent, c'est des femmes qui ont hérité de leur père et de leur mère un business qu'elles sont en train de redresser, qu'elles sont en train de mettre sur le bon chemin, qu'elles sont en train de se battre pour croître ce business. Et c'était une conversation très intéressante parce que j'avais là des jeunes femmes entrepreneuses qui ont pris des risques et qui se battent tous les jours. Dans des secteurs aussi divers que la médecine, hein, dans le secteur je ne peux pas la construction, mais dans la métallurgie de précision, des spécialistes dans le tourisme et dans la production à la cadière. Donc c'était vraiment l'agriculture, la petite manufacture, etc. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'elles voient leur pays comme étant un pays qui croît vite, et elles voient leur rôle dans la contribution de la création d'emplois, et elles voient qu'elles sont un élément moteur pour pouvoir contribuer à ce PND. Ce PND qui va être financé par 70% par le secteur privé. Et quel rôle, justement, vous comptez jouer en tant que SFI dans le financement du PND? Nous appuyons sur une tradition qui est ancienne. Actuellement, la Côte d'Ivoire est le premier pays que nous finançons dans la zone francophone. Donc, c'est le numéro 1 de la zone francophone. Et ça fait partie des 5 premiers pays que nous finançons du point de vue du secteur privé en Afrique. Donc, cela dit tout sur l'importance de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, nous avons fait presque $1 milliard d'investissement en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons déjà atteint le milliard et je pense que nous pourrons atteindre autour de 1,2 milliard ou un peu plus. Donc, cela montre que nous montons en puissance parce que dans les périodes précédentes, nous avons fait pour les 5 dernières années un total de 2,7 milliards. Ce qui montre qu'on est en progression très très forte. Et cette progression se traduit par des investissements dans quel secteur? Tout d'abord dans le secteur de l'énergie, Azito, c'est nous, c'est très connu. Okay. Nous avons investi dans l'énergie et il y a un programme au niveau du groupe de la Banque mondiale qui s'appelle M300 qui vise à connecter 300 millions d'Africains à l'électricité. Et la Côte d'Ivoire est au cœur de ce programme. Donc nous appuyons pour la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Nous allons être partie prenante du plan gazier qui permettra d'utiliser les ressources gazières de la Côte d'Ivoire pour produire plus d'électricité, pour connecter plus de ménages. On pourra le faire tout le monde dans le jargon en downstream, en midstream. On est également fortement impliqué dans le secteur agricole. Nous considérons que l'agriculture est un moteur important de la croissance ivoirienne. Mais ce qu'il y a de commun en tous ces secteurs, c'est qu'ils visent à créer des emplois. On sait que nombre d'emplois viennent du secteur agricole. Sans électricité, on ne peut pas avoir un certain nombre d'emplois. Donc ce que nous faisons in fine, c'est créer les conditions pour qu'on puisse générer les 4 millions d'emplois qui sont nécessaires pour justement maintenir une économie
à un niveau d'emploi qui soit acceptable. D'accord. Vous parlez de création d'emplois, on y reviendra. Vous parlez également de financement de la production d'électricité, on y reviendra. Ben, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du financement en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est parce que c'est un pays qui rassure, qui donne des résultats satisfaisants? Qu'est-ce qui explique de faire de la Côte d'Ivoire le premier portefeuille d'investissement de la SFI? La raison est très claire, c'est que la Côte d'Ivoire a eu une croissance continue pendant une période assez longue. Et ça ne ment pas, ces chiffres. Les investisseurs, c'est ce qu'ils regardent. Ils regardent un pays qui a des taux de croissance qui sont élevés. Et il est aussi intéressé par le niveau d'incertitude. Quand on voit une stabilité dans un pays et qu'on voit que les choses évoluent de manière stable, et des fois, en comparaison avec des pays avoisinants où il n'y a pas d'instabilité liée à des conflits internes, cela donne confiance aux investisseurs. Mais également, il y a un potentiel de croissance important. Prenons le logement. Il y a des besoins importants en matière de logement. Donc, les investisseurs qui regardent la direction Afrique de l'Ouest regardent des pays qui ont des taux de croissance élevés, qui ont une certaine stabilité, qui ont une inflation qui est très, très faible, elle est 0,7 cette année, et qui se disent, écoute, là, on peut mettre notre argent, on peut avoir notre retour sur investissement et on peut rapatrier nos bénéfices si on est étranger. Maintenant, ce que nous faisons également de plus, c'est de dire que le développement d'un pays, du secteur privé, ce ne sont pas seulement les investissements directs étrangers. Ce sont les locaux, ce sont les investisseurs locaux. C'est pourquoi nous avons développé cette initiative des champions locaux, qui vise à leur donner le financement nécessaire, mais pas seulement sous forme de dette. Parce que souvent, ils peuvent accéder à la dette à travers le secteur bancaire ou autre. Ce qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on appelle des equity, c'est du capital. Donc nous sommes en train de plus en plus d'investir dans les entreprises ivoiriennes pour leur donner le capital qui leur permettra de faire un leverage et d'avoir plus de dettes et de pouvoir avoir cette croissance. Donc c'est toute la problématique de cette initiative. Un second aspect, et quelque chose qui m'a beaucoup frappé en Côte d'Ivoire, c'est le rôle de ce qu'on appelle les family business, les affaires familiales. On sait que dans nos pays, en fait, tout commence à partir d'un créateur qui a du génie, qui trouve la possibilité, qui crée une entreprise, mais on a un problème de succession. Et c'est une question sur laquelle je voudrais vraiment qu'on se penche. On a vu dans beaucoup de pays africains quelqu'un qui a une idée géniale, qui a été un entrepreneur actif, qui s'est battu, qui a créé de la richesse, mais malheureusement, à sa disparition, on voit que l'entreprise périclite. Et ça ne peut pas créer la masse et la continuité que nous voulons au niveau du secteur privé africain. Donc, une nouvelle direction de travail que nous avons, c'est comment aider ces affaires familiales à continuer à travers les générations, à fructifier et à générer des ressources qu'il faut. Est-ce que vous avez identifié les causes au niveau de la succession, des problèmes de succession dont vous parlez? Est-ce que vous avez identifié les causes? Est-ce un problème de transmission, de formation de la famille entière à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est? On a des idées sur ce qui explique cela. Mais je voulais en profiter pour faire un appel au monde académique, aux professeurs de sociologie, aux écoles de commerce. Il faut qu'on étudie ces questions. Et là, nous allons lancer un partenariat à travers l'Afrique avec un certain nombre d'académiques et d'écoles de business pour documenter cela. Pourquoi telle famille a réussi à transmettre la richesse sur 2 ou 3 générations et pourquoi telle autre famille n'a pas réussi à le faire? Un facteur commun, c'est la gouvernance à travers dans cette société. Et quand j'ai rencontré aujourd'hui des entrepreneuses ivoiriennes, j'ai une bonne illustration de ce que cela veut dire. Au moment où cette entrepreneuse est en train d'essayer de prendre le business à un autre niveau, sa réaction, c'est de dire « je ne veux pas ouvrir mon capital à quelqu'un d'autre ». Il y avait dans la salle ce qu'on appelle des private equity, des investisseurs qui sont prêts à prendre du capital dans une société, qui leur disaient que nous, notre travail, c'est de vous aider à croître et on est prêt à prendre des parts dans vos sociétés. La réaction première, c'est de dire « ah non, c'est l'héritage paternel, je ne veux pas y toucher, je ne veux pas amener quelqu'un dans mon business ». Ça, c'est une barrière qu'il faut surmonter. C'est culturel?
Je pense que c'est culturel, mais on le trouve dans beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement en Afrique ou en Côte d'Ivoire. C'est le réflexe premier. Parce que imaginez-vous, c'est un business comme un bébé. Vous l'avez vu grandir, vous l'avez créé, vous l'avez mis votre énergie, vous avez passé d'une nuit blanche à développer ce business. Tout d'un coup, quelqu'un que vous ne connaissez pas vous dit, écoutez, je veux faire partie de la conversation. Il y a toujours une résistance. Donc, il faut éduquer, il faut donner des instruments. Et un peu la vision que nous avons, c'est que lorsqu'on réussira à ouvrir un peu le capital de ces entrepreneurs, ils pourront bénéficier de l'expertise des fonds d'investissement, ils pourront attirer du capital, mais également ils pourront aller sur la bourse des régionales des valeurs mobilières. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail à faire sur le marché des capitaux. Aujourd'hui, si on enlève les 7 ou 8 plus grandes entreprises, on a pratiquement 80% de la capitalisation de la BRVM. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on puisse donner la possibilité à l'Ivoirien moyen d'investir dans un business qui marcherait et qui serait une entreprise moyenne ou un peu plus grande. Mais ça là est important. Et maintenant, la technologie pourra nous amener à l'avenir à le faire de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, au Kenya, aujourd'hui, quelqu'un peut acheter avec un téléphone mobile des actions du gouvernement. Donc, plus tard, en développant le marché des capitaux, on pourra arriver à des situations de cette nature. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le financement de la production de l'électricité. Au moment où vous êtes en Côte d'Ivoire, certains quartiers d'Abidjan sont privés d'électricité. Une partie de la population ne verra peut-être pas cette interview, n'aura pas la possibilité de la regarder parce que privés d'électricité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces investissements dans la production d'électricité sont suffisants ou est-ce qu'ils sont utilisés à bon escient? Est-ce que vous avez des moyens de contrôle? J'ai été vice-président sur les infrastructures pour le groupe de la Banque mondiale. Et on pense souvent que lorsqu'il y a des coupures d'électricité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de production. En réalité, la majeure partie du temps, ce n'est pas lié à un déficit de production. C'est souvent que la distribution et la transmission connaissent des problèmes. Il n'y a pas, et un cas typique, c'est les sociétés de distribution qui ne génèrent pas assez de profit, ne peuvent pas investir dans la maintenance du réseau de distribution. Donc, on a des transformateurs qui ne fonctionnent plus, on a des lignes qui sont coupées, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la question de la distribution et de la question du transport d'électricité, parce que c'est souvent là que nous avons des faiblesses qui ne permettent pas justement d'utiliser le maximum de la production d'électricité disponible. Deuxièmement, à cause de cela, on a des pertes techniques qui sont importantes. On a des pertes techniques, par exemple, il y a des pays où on a des pertes techniques de 20%. C'est-à-dire que 20% de la production qui a été générée est perdue. Il y a ce qu'on appelle aussi des pertes commerciales, c'est-à-dire qu'on ne recouvre pas l'ensemble des recettes qui sont liées à ce secteur. Tout cela fait que la société de distribution n'a plus assez de recettes et de ressources pour pouvoir procéder à la maintenance du secteur. Qu'est-ce que nous proposons à cette Justement, c'était ça la question. Ce que nous proposons, c'est de plus en plus de considérer que le transport de l'électricité soit un monopole de l'État. Nous considérons que c'est très cher et que le secteur privé peut contribuer à cela. Aujourd'hui, nous voyons au Kenya, avec Africa 50, nous avons investi dans Africa 50, qui est en train d'investir au niveau du secteur privé dans la transmission et le transport d'électricité. Okay. Nous voyons en Afrique du Sud des initiatives similaires. Donc, une des idées importantes que nous voulons mettre en avant dans le cadre de cette initiative M300, c'est justement d'amener le secteur privé à investir dans la transmission. Cela libérera des ressources pour les autorités publiques, pour faciliter les connexions, pour pouvoir faire l'entretien dans les sociétés de distribution, lorsqu'elles sont encore dans les mains du public. Plus tard, nous souhaiterions également, comme je l'ai dit, que les sociétés de distribution bien gérées puissent flotter des actions sur le marché. Il n'y a aucune raison qu'une société de distribution ne puisse pas flotter 20-30% des actions sur le marché et que l'Ivoirien moyen puisse investir dans cela.
Cela aura le bénéfice, quel bénéfice cela aura? Il aura le bénéfice d'avoir les consommateurs, les investisseurs au conseil d'administration de ces sociétés et d'être plus exigeants sur les résultats obtenus. Et cela permettra de lever du capital pour pouvoir procéder à l'entretien nécessaire pour éviter les coupures et autres. J'ai la même question en ce qui concerne le logement. Lorsqu'on parle des secteurs prioritaires dans les financements de la SFI, et vous l'avez dit à l'entame de cette émission, le logement est un secteur important également. Mais l'accès au logement reste élevé. En Côte d'Ivoire, les logements restent chers et finalement, on se pose la question de l'impact de ces investissements que vous faites en tant que SFI dans le logement sur la vie, le quotidien des Ivoiriens. La question du logement est une question qui se pose dans beaucoup de pays, particulièrement le logement à coût modéré, que le fonctionnaire moyen pourrait se payer. Voilà. Et plus tard même, certaines personnes du secteur informel, parce qu'il faut aussi s'assurer que le logement social puisse être accédé par des gens qui ne sont pas dans le secteur formel. Quels sont les obstacles? Nous avons travaillé sur le marché hypothécaire, nous avons développé des produits, nous avons travaillé avec les banques sur le marché hypothécaire. Ce que nous constatons, c'est que ceux qui construisent les logements, ce qu'on appelle les développeurs, n'ont souvent pas assez de ressources longues, assez de ressources qui leur permettent justement de construire à les quantités de logements qui sont nécessaires. Tantôt dans un pays, je parlais des développeurs, ils nous disent que quand on a atteint une certaine limite en termes de construction de logements, on cale. Parce qu'on n'a pas de ressources longues, on a des ressources courtes, on essaie de les refinancer au niveau des banques, on n'a pas assez de capital, etc. Et des fois, il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, il faut avoir assez de capital pour pouvoir gérer tout ça. Donc, il faut qu'on puisse renforcer les capacités des développeurs, particulièrement en ressources longues qui leur permettraient de pouvoir investir dans ce secteur. Deuxièmement, vous serez étonné, c'est un secteur où il y a des problèmes de main-d'œuvre aussi. Il m'est arrivé de parler à beaucoup de développeurs qui me disent, vous serez étonné, on n'a pas trouvé en quantité des électriciens qui satisfassent nos besoins au niveau de qualité qu'on veut, ou des carreleurs ou des plombiers. Donc il y a tout le travail de la formation technique et qu'on appelle en anglais vocational training. Pourtant, des écoles de formation existent, des écoles de formation technique existent. Mais ce que le marché nous dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Et des fois, il y a un léger décalage entre la formation qui est donnée dans ces écoles et les besoins des entreprises. Donc, c'est pas adapté. C'est pourquoi on pense que le rôle du secteur privé est important. Je vous donne un exemple et je viens encore à cette conversation que j'ai eue ce matin avec des entrepreneuses. Une d'entre elles est dans un secteur où on a besoin de soudeurs. Hein? Et c'est très intéressant parce que j'avais visité un autre pays, il y avait exactement le même problème. On n'a pas assez de soudeurs spécialisés. Et figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain, les gens ont besoin de faire venir des soudeurs indiens. Vous imaginez? Vous faites venir des soudeurs indiens pour pouvoir souder dans cette... Donc il y a un besoin immédiat et cette personne est en train de vouloir mettre en place un centre de formation qui puisse permettre de vraiment former les gens au niveau nécessaire parce que ce sont des métiers quand même spécialisés, même si ça ne demande pas des études supérieures, ça demande quand même un savoir-faire très précis pour pouvoir... Je vous donne un exemple. Quand on fait, par exemple, vous avez du gaz offshore dans un pays, quand vous allez faire du travail de soudage dans un pipeline, ça demande vraiment d'être très, très spécialisé. Et c'est ça qui nous manque dans un certain nombre de secteurs et qui exige que le secteur privé lui-même aide à définir les besoins de formation et soit même l'incubateur pour ces formations. Mais quand je vous écoute, la question que ça suscite en moi, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les financements ne sont pas adaptés aux besoins? Est-ce qu'on finance, on ne finance pas finalement les besoins, on finance autre chose qui ne nous permet pas donc d'atteindre le résultat, c'est-à-dire l'accès au logement pour le citoyen lambda? Non, je ne dirais pas cela. Okay. On finance le marché hypothécaire. On a fait des progrès énormes. Par exemple,
un des progrès, c'est que les prêts hypothécaires, la durée des prêts hypothécaires a été allongée de manière significative. Avant, on pouvait avoir des prêts que sur 10 ans ou pour 7 ans. Maintenant, on a allongé cela. Et c'était très, très important parce que justement, ça permettait aux gens de ne... Par exemple, vous êtes en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez faire un prêt hypothécaire sur 30 ans. Ce qui veut dire que ça vous coûte beaucoup moins cher, pas moins cher, mais ça vous permet de mieux supporter le coût de ce logement. On n'a pas de produits de cette nature dans nos pays. Donc, il faut continuer à travailler sur le marché hypothécaire. Et pour ce faire, c'est que pour avoir les équilibres financiers qu'il faut, il faut avoir accès à des ressources longues. Donc, il faut que les assurances, les fonds de pension et autres, qui, eux, ont des ressources à long terme, puissent pouvoir participer au financement des prêts hypothécaires, de manière directe ou indirecte. Donc ça, l'autre chose, c'est le coût de la construction. Le coût de la construction est encore élevé en Afrique, parce qu'on n'a pas les bonnes chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur. Je prends un exemple, on doit se reposer sur les importations pour le vitrage, pour les carreaux, alors que si on réussissait à bien utiliser la ZECLAF, où vraiment on avait bien intégré nos économies, on pourrait avoir une usine de production de vitres de grande taille, qui puisse donc avoir des coûts de production qui soient bas et compétitifs dans un des pays et qui soit utilisé et exporté dans un autre pays. Et qu'il y ait une certaine spécialisation. La Côte d'Ivoire peut être le pays spécialisé pour la production de carreaux. Et parce que donc, on fait un investissement de certaine taille et donc réduire les coûts, mais pour arriver à cette taille, il faut qu'ils puissent accéder au marché sous-régional. Donc si on pense de cette manière pour les différents éléments de construction de logement, on pourra réduire de manière significative le coût du logement. Il y a aussi des questions de technologie. On est habitué dans nos pays à construire avec la brique. Okay? Si on n'a pas une maison en brique, je dois vous dire, moi-même, en tant qu'Africain, quand je suis allé la première fois aux États-Unis, donc quand j'ai essayé d'acquérir une maison aux États-Unis pour la première fois, et qu'on me montre des maisons qui ne sont pas tout à fait en briques, et c'est une grande partie des maisons aux États-Unis, elles ne sont pas en briques, comme vous le savez. J'ai toujours eu cette réaction un peu d'Africain, me disant oh, c'est pas très solide, est-ce que je peux habiter? Vous vous êtes senti en insécurité. Au point que je n'ai pas pris une maison qui ne soit pas en briques, parce que j'ai encore ce vieux réflexe en moi. Maintenant, je comprends que ce n'est pas rationnel. Mais je veux dire qu'il faut qu'on passe aussi à des technologies qui soient adaptées à nos besoins et qui nous permettent de produire. Donc, si on travaille sur le coût de construction, avec les éléments dont j'ai parlé, on travaille sur le marché hypothécaire, en allongeant les durées, on aide les développeurs à avoir des ressources longues. In fine, on va pouvoir créer les conditions pour pouvoir avoir du logement accessible pour tous. Parlons maintenant du secteur agro-industrie. Ouais. Vous arrivez, j'ai envie de dire, en Côte d'Ivoire au bon moment. On fait face quand même à un certain nombre de difficultés. Donc, vous êtes en Côte d'Ivoire au moment où on a la crise du cacao. On a des invendus, des tonnes d'invendus. On a des producteurs qui se plaignent. On a une baisse du marché du prix borchon, du coût du prix borchon du kilogramme du cacao. Déjà, quelle est votre analyse de la crise du cacao en Côte d'Ivoire? C'est une crise qui affecte les producteurs, mais il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place très récemment. Il y a l'OIA qui a été mis, je crois que ça fait juste 6 mois, donc c'est très récent, et donc c'est un mécanisme qui sont... Je crois qu'il y avait toute une révision de l'organisation de la filière qui malheureusement, pas malheureusement, mais c'est parce qu'au même moment où il y a eu une évolution des prix qui n'était pas après. Donc je crois qu'il y a à la fois des questions d'organisation de la filière qui doivent être réglées, en même temps que de regarder le coût aux producteurs. Il y a des facteurs qui affectent un peu cela. Il y a de nouveaux participants sur le marché. On a un pays comme l'Équateur, qui n'était pas un grand producteur, qui maintenant est devenu un producteur important de café. On a la question de la qualité et de la décote sur la qualité. On a le fait qu'on a eu une année exceptionnelle en termes de prix récemment. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les prix aujourd'hui reviennent un peu au prix de convergence sur le long terme
qu'on pouvait avoir et que les 2 dernières années étaient peut-être un peu des exceptions, ou est-ce qu'on est loin de cela? Je pense que c'est un peu la problématique, et je pense que en discutant cette problématique, je crois que les autorités pourront avoir un prix aux producteurs qui permettra de maintenir une santé financière de la filière. Cela étant dit, la solution sur le long terme, c'est d'augmenter la valeur ajoutée autour du cacao. C'est la transformation primaire du cacao et ne pas continuer à exporter la fève, de la fève, de la fève. Et à dépendre de l'extérieur. Absolument. Donc, c'est vraiment ça la question de fond qui permettra d'amortir les fluctuations des cours de cacao quand on aura une plus grande transformation du cacao au niveau local. Nous travaillons avec les autorités ivoiriennes dans ce domaine et nous espérons de pouvoir faire des progrès. On commence à avoir des chocolatiers ivoiriens. J'ai goûté votre chocolat, il est excellent. Il est très bon. Il est excellent, donc on a des chocolatiers ivoiriens et cela est... Moi, je crois que c'était une chocolatière d'ailleurs. Ce que vous avez goûté, mais on a également des chocolatiers. Ouais, donc, je crois que les femmes ivoiriennes, encore une fois, on démontre qu'elles sont à l'avant-garde des changements économiques qu'on enregistre. Donc, je crois qu'il y a les pressions structurelles, il y a le prix qui a été élevé, il y a de nouveaux intervenants sur le marché avec l'Équateur, et il y a la nécessité de poursuivre la transformation du cacao local. Et que diriez-vous du modèle économique du cacao ivoirien? Certains estiment qu'il n'est pas viable, qu'il n'est plus adapté. Votre avis, c'est lequel? Je pense qu'il faut travailler sur toutes ces questions. Je ne vais pas faire un commentaire général sur cette question. Je pense que ce serait un peu hasardeux de le faire. J'aimerais, Macta Diop, revenir sur le sentiment des Ivoiriens, en fait, des populations, sur les différents investissements. Certains estiment qu'ils sont invisibles, c'est-à-dire dans leur quotidien, en termes d'impact réel sur leur quotidien. Ils estiment que c'est faible, qu'ils ne voient pas. Je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Selon vous, pourquoi les populations n'arrivent pas à percevoir l'impact réel des investissements de la SFI dans les différents secteurs? Je crois qu'ils voient les investissements de la SFI. Donc, dans le groupe de la Banque mondiale, on a la partie IDA, qui est la partie publique, les investissements, les prêts qui sont faits au secteur public, les gouvernements, et il y a des prêts faits aux entreprises. Et les prêts faits aux entreprises, ils le sentent tout de suite, parce que c'est de l'argent liquide qui rentre dans leur caisse, ils font leurs investissements. Maintenant, en ce qui concerne les investissements, il y a les garanties qui sont offertes aux investisseurs par l'institution qu'on appelle MIGA. Et donc, c'est ce qu'on offre. Maintenant, en ce qui concerne les investissements publics, je pense qu'il y a différents types d'investissements publics. Il y a des investissements dans les écoles, des investissements dans les hôpitaux, des investissements dans des choses. Mais il y a aussi des investissements qui sont importants pour créer les conditions économiques pour que l'investissement privé puisse venir dans le pays. On ne peut pas penser que ce sera l'investissement public qui va créer ces 4 millions d'emplois que vise à créer le PND au cours de cette période. Ça ne sera pas fait par les investissements. Les investissements publics servent à améliorer les conditions de fonctionnement du secteur de la santé, à améliorer les conditions de fonctionnement du secteur de l'éducation, à investir dans l'adduction en eau, dans l'amélioration de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau. C'est ce genre de questions. Toutes ces questions on change le quotidien des populations. Bien sûr. Bien sûr, tout le monde veut que ça change beaucoup plus vite. Exactement. Et je crois qu'une des questions, c'est que dans nos pays, avec le croît démographique, des fois, il est plus difficile de percevoir l'effet immédiat parce que la croissance démographique rattrape très vite les investissements. Et donc, il est important de créer les conditions pour qu'il y ait plus d'investissements privés, non pas dans les secteurs qu'on considère traditionnels, secteur privé, mais il faudra maintenant permettre au secteur public d'investir dans des secteurs où traditionnellement considérés que c'est le secteur public. Donc le secteur privé d'investir dans le... Donnez-moi, je vous donne un exemple. Allez-y. Secteur de la santé. On a toujours considéré que tous les investissements dans le secteur de la santé doivent être faits par l'État. Mais combien de fois vous allez dans un hôpital,
une machine est cassée, et ou bien vous allez dans l'arrière-cour d'un hôpital, d'un centre de santé, vous voyez une machine qui a été achetée il y a un an ou deux qui est cassée. Qui ne fonctionne plus. Pas. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça s'explique par quoi? C'est que les centres de santé, les hôpitaux n'ont pas nécessairement un mécanisme pour pouvoir, le plus efficace pour pouvoir faire la maintenance de ces produits. Ce que nous proposons, et nous avons un projet de PPP ici sur l'imagerie, c'est de dire qu'au lieu que le pauvre professeur, le pauvre médecin, qui lui, son métier c'est de soigner les gens, ce n'est pas de gérer le matériel, au lieu qu'il passe une bonne partie de son temps à essayer de s'occuper de comment réparer cette machine et tout, on veut que tout ça se soit dégagé de sa table et qu'il y ait un contrat annuel en disant, écoutez, nous l'hôpital tel, nous avons besoin de 10 000 scanners, ou bien on a besoin de tant de rayons X par an. Voilà, nous, un appel d'offres. Nous, notre problème, c'est pas de savoir si vous avez acheté une machine ou pas acheté une machine. Nous, ce qu'on veut, c'est ce service. Quand on aura changé cela, ça va changer beaucoup. Parce que l'investisseur privé va savoir que lui, il est responsable totalement de la gestion, de la maintenance de l'équipement. Il doit produire des rayons X de telle qualité, et c'est ça son travail. Le médecin, et il sait qu'au début de l'année, avec les allocations budgétaires, il pourra avoir tant de planifier. En réalité, vous vous rendrez compte qu'on dépense beaucoup plus d'argent maintenant parce qu'on ne réussit pas à avoir ce service que si on le transférait au secteur privé qui pourrait le faire. Et on peut multiplier ces exemples dans beaucoup de secteurs. Si on le fait comme ça, cela rendra le service public plus efficace et permettra justement aux populations de voir une accélération dans l'amélioration du service public. Et donc de se soigner dans de meilleures conditions. Voilà. Alors, je remercie. Et on avait aussi une initiative, madame, qui vous intéressait, c'était le matériel médical. Okay. Et un jeune médecin qui sort de l'université, quand il commence, il a rien dans la poche. Il y a un jeune étudiant qui... Et certains disent, je veux m'installer, monter un cabinet. Quel est le problème numéro un? Ce n'est pas de louer 2-3 pièces dans un quartier et de dire, docteur Diop, consultation de 8 heures à... Son problème numéro un, c'est qu'il n'a pas d'équipement. Il ne peut pas acheter d'équipement. Il a des problèmes pour acheter l'équipement de base qui puisse permettre d'être... Pour s'installer. Donc, on avait une initiative et on veut vraiment pousser pour que les banques puissent prêter à ces jeunes médecins de l'argent pour acheter de l'équipement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec des compagnies comme General Electric qui eux-mêmes vont les aider pour l'entretien de ces machines une fois qu'ils les ont achetées. Donc on développe plein d'initiatives comme ça qui permettent justement au secteur privé de pouvoir contribuer à l'amélioration des services. Des services, d'accord. Moi, j'aimerais revenir sur l'objectif principal des différents investissements de la SFI dans les secteurs, dans les pays, particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est la rentabilité ou c'est le développement? L'objectif numéro 1, c'est la création d'emplois. Et l'objectif numéro 2, c'est la création d'emplois. L'objectif numéro 3, c'est la création d'emplois. Pas d'objectif de rentabilité? Maintenant, pour créer des emplois, il faut que l'investissement que vous faites dure. Si jamais vous créez des emplois et que cet investissement n'est pas un investissement bien pensé et qui est durable, en fait, vous créez de l'espoir, les gens y travaillent et demain vous fermez la boîte et les gens perdent l'espoir et se retrouvent, peut mettre le terme sur le carreau. Donc, il faut que l'investissement soit un investissement de qualité. Si on veut créer des emplois durables et des emplois de qualité. Donc, pour ce faire, il faut que l'analyse des projets soit une bonne analyse et que le projet soit rentable. Donc, c'est le lien que nous avons. Le deuxième lien, c'est qu'on veut mobiliser aussi beaucoup de ressources. Parce que nous avons des ressources, mais nos ressources ne sont pas infinies. On mobilise sur les marchés des ressources. Il faut qu'on puisse payer un peu ce coût de capital qu'on emprunte. On a la chance d'avoir dans notre institution, on est ce qu'on appelle AAA, donc on a la qualité de notre signature et donc on peut emprunter de l'argent à des coûts qui sont plus bas que d'autres institutions. Mais il faut quand même les rémunérer. Donc, si on prend cet argent et qu'on
prête cet argent à un client, il faut qu'on s'assure qu'il y a un retour sur investissement qui permet de couvrir ses frais et nos propres frais de Et qu'est-ce qu'on fonctionnement. privilégie? Bon, je répète, privilégie emploi, job, travail. Combien d'emplois créés en Côte d'Ivoire? Nous avons contribué, je vous donne, je n'ai pas le chiffre global de ce que nous avons fait. On a beaucoup innové en Côte d'Ivoire. D'abord, on a travaillé avec le secteur bancaire sur des bons sur le genre, qui visent à financer les entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et ça, on a pu, je crois, plus de 1200 prêts ont été octroyés à des entrepreneuses. On a fait également un autre bon pour le secteur énergétique, qui nous a permis également de toucher 80 000 foyers. On a financé les différentes filières agricoles. Et la transformation de cela, non seulement permet de créer des emplois, mais de créer des emplois de meilleure qualité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer des emplois, il faut créer des emplois de qualité. Parce que c'est ces emplois de qualité qui permettent, in fine, d'investir dans l'éducation et autres qui permettent de faire une transmission générationnelle de richesse. Si vous ne pouvez pas investir dans les futures générations, et on le vit tous, on le sait tous, on ne crée pas la continuité de la création d'emplois. Donc, je ne vais pas vous donner un chiffre sur le nombre exact mais nous travaillons à cela, parce que c'est une question très pertinente, de pouvoir comptabiliser le nombre exact d'emplois qui sont générés par les investissements que nous faisons. Je vous dis juste que ce n'est pas une question triviale, parce que quand vous financez une entreprise, il y a les emplois directs et les emplois indirects. Et les emplois indirects sont plus difficiles à mesurer. Par exemple, quand on finance une fintech qui fait du e-commerce, on crée des emplois parce qu'ils ont tout un réseau, mais parce qu'on a financé cette fintech, il y a d'autres emplois qui se sont créés. Et donc, ces emplois indirects, c'est ce qu'on maintenant nous essayons de développer une méthodologie qui nous permettra de mieux les mesurer pour que la prochaine fois qu'on se rencontre, je vous donne un chiffre plus précis. D'accord. J'espère qu'on se rencontrera très bientôt. J'aimerais finir avec la question des investissements au niveau des femmes entrepreneuses. Vous avez rencontré des femmes aujourd'hui. Vous avez parlé de ce qui a été mis en place pour permettre à 1200 femmes, si j'ai bien entendu les chiffres, de bénéficier de l'accès au crédit. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est insuffisant, que les inégalités persistent encore et que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire doit être renforcé pour permettre à plus de femmes de pouvoir investir. Je dirais amen. Oui. Et moi, je dirais... Il n'y a rien à rajouter, vous avez tout à fait raison. On ne fait jamais assez pour réduire les inégalités de genre dans nos pays. Il y a le contraste entre l'énergie et la contribution des femmes au développement économique et les ressources qui sont mises, les opportunités. Ce n'est même pas les ressources, c'est les opportunités. Ce que les femmes demandent, ce sont des ressources, mais qu'on leur donne les mêmes opportunités que celles qu'on donnerait aux hommes. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il faut continuer. Il y a sur la question de la propriété foncière, s'assurer que les femmes ont les mêmes droits, pas seulement au niveau du droit officiel, mais du droit coutumier. Et discuter ces questions. Il faut qu'il y ait moins de préjugés. Il faudrait quand une femme rentre dans la pièce et demande un crédit, qu'on ne lui dise pas « mais pourquoi vous n'avez pas demandé à votre frère de venir demander le crédit ?» Ce genre de choses, nous sommes coupables, les hommes, nous devons changer la société entière et je suis tout à fait de votre combat. Et je suis contente d'avoir affaire à un homme qui reconnaît la culpabilité des hommes dans cette affaire. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. J'ai une dernière question. J'ai beaucoup de questions pour vous. Malheureusement, le temps nous est compté dans cette interview. Si vous deviez résumer en une phrase votre ambition pour le partenariat entre la SFI et la Côte d'Ivoire, ce serait laquelle? Mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pôle de développement régional. Je pense que les conditions sont réunies. J'ai parlé du développement du marché des capitaux. J'ai parlé des investissements dans le secteur du gaz, dans le secteur des ressources. J'ai parlé des investissements dans le secteur agricole. Je n'ai pas parlé des investissements dans le tourisme. Il y a encore énormément à faire dans le tourisme. Je n'ai pas parlé de la logistique.
la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle important en termes de hub logistique pour la SODE. Je n'ai pas parlé du rôle que la Côte d'Ivoire peut jouer dans le cadre de l'intégration régionale avec les esclaves. Je n'ai pas parlé du rôle que la Côte d'Ivoire peut jouer pour être une place de tourisme. Et quand je parle de tourisme, je ne parle même pas de tourisme simplement de loisirs. Quand je parle de tourisme, je parle de tourisme culturel, je parle du tourisme de santé. Je me souviens quand j'étais plus jeune, la Côte d'Ivoire avait le meilleur plateau technique dans la sous-région. Les gens venaient se soigner en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un plateau. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à évoluer dans cette direction? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de conférences internationales en Côte d'Ivoire? Le CEO Forum que nous organisons ici mobilise 3000 personnes. Il suffit de répéter ce genre d'événements 3 fois, 4 fois, 5 fois par an pour que ça commence à créer vraiment les conditions pour se faire. Votre culture, la musique, nous avons tous écouté la belle musique ivoirienne, Mayway, Seka, Monique Seka et autres. Que faire pour continuer à aider les industries créatives pour qu'il puisse y avoir des festivals de musique en Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas simplement du loisir, il faut penser à ça en termes économiques. Je vous donne un exemple. Le sud de la France ne vit que les festivals pendant l'été. Festival d'Avignon, c'est le festival d'Arles, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un écosystème pour qu'il y ait plus de festivals? Donc, l'ambition, c'est ça. Elle est multiforme, elle est multidimensionnelle, et ça demandera beaucoup de travail. Les choses ne sont pas faciles, c'est dur, mais je crois que tous ensemble, on peut bouger les choses. Merci. Et ce sera le dernier mot de cet entretien. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de la rédaction de NCI. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de votre fidélité et surtout très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.